Qui Salut est mon pote. mort, qui est né, c'est le jour du jour. Que s'est-il passé aujourd'hui dans l'histoire? Qui est mort, qui est né, que s'est-il passé aujourd'hui? Apprenons et cultivons-nous. Relame. Relames à tous et à toutes. Bonjour chef d'ailleurs, qui va perdre peut-être son VIP aujourd'hui. Attention. Attention chef. Contrôle de classe. J'espère que tu as révisé, que tu as regardé tous les streams du mois de novembre. Que tu as binge-watch. Super chant. Bonjour Tic Tac Drink aussi. Super chant, très joli chant. On est d'accord. Eh bien, à cet endroit, dans ce terrain, ce parc écossais, s'est passé un événement en 1872. Nous sommes dans le quartier de Partick. À Glasgow, en Écosse. Nous sommes à Partick, à Glasgow, en Écosse. Que s'est-il passé ? Qui va sortir le premier cliché écossais du chat ? En quelle année ? En 1872. Contrôle a débuté. Non. Alan Smith a promené son chien. Bravo. Mais c'est pas ça. Une partie de cricket. Alors, c'est un cricket ground. Effectivement, c'est un terrain de cricket. Mais, il a servi le 30 novembre 1872 pour le premier match international de football entre deux équipes nationales. Bonjour Hit. C'est le match Écosse-Angleterre. Alors vous allez me dire, mais bol 2, l'Écosse et l'Angleterre font partie de la Grande-Bretagne. Ils devraient jouer ensemble dans le même pays. Et je vous dirais, mais vous avez totalement raison. Sauf que c'est du foot. Mais le foot c'est de l'histoire, attention hein, l'autre. Attention hein. Le foot, faut pas dédaigner, attention, hein, le foot c'est très populaire. L'Écosse et l'Angleterre, ainsi que le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, font partie des pays où le foot s'est développé en premier. Et donc, à ce moment-là, les équipes de ces pays essayent de trouver des moyens de faire des compétitions intéressantes et d'augmenter leur niveau. Alors, comme il n'y a que dans au Royaume-Uni, au Royaume-Uni à ce moment-là, que les pays, que les joueurs jouent au foot, on crée artificiellement 4 nationalités, les Écossais, les Gallois, les Nord-Irlandais et les Anglais, et les gens se rassemblent en fonction de cette nationalité-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, à la prochaine Coupe du Monde, une équipe d'Écosse, une équipe d'Angleterre, potentiellement une équipe d'Irlande. Voilà, car la dernière Coupe du Monde, on avait une équipe du Pays de Galles, une équipe d'Angleterre. Il y a eu à un Euro, l'Euro 2016, il y a eu l'équipe d'Angleterre, l'équipe du Pays de Galles, l'équipe d'Irlande du Nord, l'équipe d'Irlande. Il manquait juste l'Écosse.
voilà, donc on a la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, qui est représenté par 4 pays différents. Parce qu'à l'époque, il y avait personne d'autre qui faisait du foot. Alors, ils ont créé une association internationale. Ils se sont ensuite greffés à la FIFA en tant que telle, en tant que ces 4 pays indépendants dans le foot, et c'est resté. La Grande-Bretagne a joué à quelques reprises comme nation unifiée, donc il y avait des Gallois qui jouaient avec des Anglais, des Écossais et des Irlandais du Nord, notamment pour les Jeux Olympiques de 2012. Mais ils ont été éliminés en quart de finale. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas une équipe anglaise, ni une équipe écossaise, ni une équipe irlandaise du Nord. Il y a une équipe de Grande-Bretagne. C'est un bordel. C'est un bordel le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne dans le sport, c'est toujours bien étrange. Mais sachez que la France pourrait, à la prochaine Coupe du Monde, avoir 2 équipes. Mais comment ça, bol 2 ? Eh oui. La France pourrait avoir une équipe de Nouvelle-Calédonie à la Coupe du Monde 2026 s'ils arrivent à se qualifier. Alors, il va falloir qu'ils fassent un exploit. Il va falloir qu'ils battent le Congo. Mais voilà, c'est quand même sympa, c'est quand même intéressant. Le temps béni des colonies, dirais-je. Donc voilà, le football. Est-ce que vous savez quelle ville de France a eu le premier club de foot en 1872 aussi? Quel est le plus vieux club de foot de France? Il joue aujourd'hui en première division. Non, Lens c'est 1906. On a un club de foot créé en 1872. Non. C'est en Normandie. C'est Le Havre. Voilà. Le Havre est le premier club de foot de France. Le foot résident slipper. Arrêtez avec le foot résident slipper. Le foot, c'est extraordinairement intéressant pour ce qui se passe en dehors des tribunes. Enfin, en dehors du stade, du terrain aussi. Il y a effectivement les questions d'argent, mais il y a plein de questions de politique, plein de questions sociales, plein de questions économiques. C'est extrêmement intéressant. Si Lyon ils sont en Ligue 1. Lyon ils sont en Ligue 1, Johnny Miller. Ils sont même en Coupe d'Europe. Ils ont gagné jeudi Lyon contre un club israélien. Ils ont gagné 6-0. Et sachez que, alors pour finir sur le foot, pour terminer, moi je suis supporter du Racing Club de Lens. Ouais, je suis supporter du Racing Club de Lens. Pour l'instant on est 3ème, mais on a un match en moins. Hier Paris a perdu, Marseille a fait match nul. Si on gagne tout à l'heure contre Angers, Lens est premier du championnat. Et ça, qui s'y attendait? J'avais cru qu'ils avaient eu des soucis. Ils ont eu des soucis financiers, Lyon. Ils devaient 250 millions. Ils ont dû trouver 250 millions d'euros qu'ils ont principalement reversés en transfert cet été. Sinon, ils descendaient en 2ème division. Et là, ils ont un autre problème, c'est que l'année 2025, ils finissent le bilan comptable de leur club avec 200 millions d'euros de dette.
Donc l'année prochaine risque d'être compliquée aussi. Au moins c'est pas 250, c'est 200 millions. C'est des questions économiques. Parce que il y a une question de droit télévision. Vous savez que pour regarder les matchs de télévision, matchs de foot, il faut regarder sur des chaînes qui payent pour pouvoir regarder les matchs de foot. Alors du coup, pour regarder ces chaînes, il faut payer généralement. Et la chaîne qui avait été choisie à un moment et qui avait promis à la base, en fait, on avait promis 1 milliard d'euros au club de foot par an. Le club de foot français, donc tous les 18 clubs par an, distribués entre les 18 pour les droits télé. On s'est retrouvé finalement avec une arnaque bien ficelée de la part d'une entreprise de diffusion espagnole, DAZN, qui a en fait payé que 200 millions. Donc ça fait qu'il y a 800 millions de manque à gagner par an pendant 5 ans pour les clubs de foot français. Et t'as des clubs de foot français comme Lyon qui avaient budgété des choses incroyables sur ces 5 prochaines années en misant sur le fait qu'ils allaient avoir 200 millions en plus par an. Et là, ils l'ont pas. Donc du coup c'est la merde. À Lens, on a été intelligent. On a vu venir l'arnaque. Du coup, notre président, il a dit, 1 an avant que l'arnaque arrive, il a dit, nous, on sent qu'on va se faire enfler. Donc, on va faire des économies, on va réduire notre budget de 100 millions d'euros. Et on est passé de 160 millions d'euros de budget à 60 millions. Et maintenant, on est quasiment le club le plus stable financièrement après Paris en France. Parce que l'URSS considérait que la Finlande étant proche de l'Allemagne nazie, la Finlande était un danger pour la capitale, enfin pour l'ancienne capitale, Leningrad. Quel est le résultat de la guerre d'hiver qui dure de 1939, 13 novembre 1939 au 30 novembre 1939 au 13 mars 1940. Et ben les Russes, les Soviétiques se font repousser. Alors la guerre d'hiver, pourquoi ? Parce que ça se déroule en Finlande en plein hiver. En fait, ce que veut la Russie à ce moment-là, en 1940, c'est ça. Là, vous voyez ce que j'ai mis en rouge ? D'ailleurs, c'est faux. Ce que je mets en rouge, ça, ici, c'est un territoire finlandais. Bonjour Juma, bon café. En 1939, ça appartient à la Finlande. Aujourd'hui, ça appartient à la Russie parce que le 13 mars 1940, la Russie l'emporte, gagne la guerre. La Russie gagne la guerre malgré des pertes effroyables. En 4 mois, la Russie perd entre 125 000 et 138 000 hommes, tués ou disparus, et presque 200 000 blessés. Donc ça fait 350 000 victimes d'un conflit qui dure 4 mois. Côté finlandais, on est entre 25 et 43 000 victimes. Donc quasiment du 1 pour 10 dans le ratio. Hein. Pourquoi ?
Parce que les Russes, ils ont trouvé encore pire qu'eux quand il faut se battre dans la neige. Les Finlandais, le territoire finlandais n'est pas si facile que ça. Pour avancer en Finlande, ici, là, c'est pas possible. C'est littéralement pas possible, regardez. On est sur des îles, on est sur des lacs, des rivières. C'est le décor du Connemara. Les seuls axes d'avancée sont donc ici, ici et ici. « 25K x 10. Non, 25K x 10 parce que j'ai dit 350 000 victimes en tout. Il y a entre 25 et 40 000 victimes finlandaises. Donc j'ai arrondi à 30 000, 35 000. Et il y a 350 000 victimes soviétiques si tu comptes les blessés plus les morts plus les blessés. Pour moi, ça fait un ratio d'1 pour 10. Hein. Bonjour Canalogie. Non. Non, non, non. Ah si, pardon. Si, c'est 25 000 tués et 40 000 blessés. Ça fait 65 000. Donc ça fait 1 pour 5. C'est déjà énorme. 1 pour 5, c'est déjà énorme. Ce qui s'est passé, comment la guerre a été déclarée, c'est-à-dire que la Russie, le 26 novembre 1939, se plaint que le village de Mainila, Mainilo aujourd'hui, si je ne me trompe pas, voilà, ce village ici, la Russie, l'Union soviétique, se plaint que ce village a été bombardé par la Finlande. Et il est vrai que ce village, le 26 novembre 1939, reçoit des tirs d'artillerie et de mortiers. Sauf que les 4 morts et les 9 blessés ont été tués par des armes qui étaient en dotation dans le NKVD. Le NKVD, qui est le service secret soviétique. Bizarre, bizarre. Cette opération sous faux drapeau où on bombarde nos propres troupes. Technique russe, classique. Voilà. Et Molotov. Pourquoi Niet Molotov? Parce que Molotov, c'est le... Putain, il y a des Tesla. Ah non, c'est pas une Tesla, c'est une Kia. Molotov, c'est le ministre des Affaires étrangères soviétique. Et c'est lui qui pousse à la guerre contre la Russie, pas contre la Finlande. Et du coup, les soldats finlandais, devant les chars russes, utilisent une nouvelle technique, la technique du cocktail. On met dans une bouteille en verre, généralement, quelque chose d'inflammable, l'alcool, un tissu, on met le feu et on jette sur le moteur des chars. Ici. Comme ça fait surchauffer le moteur du char et le char n'est plus utilisable. Voilà comment étaient utilisés les cocktails Molotov. Les cocktails Molotov qui prennent le nom du ministre des Affaires étrangères soviétique en 1939. Voilà. Alors, cette image
n'est pas vraiment historique parce que là nous avons un KV1, un deuxième KV1 et là nous avons un T-34 76 avec une tourelle qui ne lui ressemble pas, un contour pour la radio qui n'existait pas, enfin sauf tard dans la guerre, et des protections de bois ici qui ont été utilisées bien plus tard dans la guerre, et le T-34 n'était pas vraiment utilisé en 1939. Le T-34 a été utilisé bien plus tard. 92% des policiers aimeraient être des chars soviétiques. Ils aimeraient surtout être des chars allemands. Et sachez que ça fonctionne très bien, le Molotov, contre un char allemand aussi. Hein. Et si je me trompe pas, y a un héros finlandais, un sniper finlandais. Je me souviens plus de son nom. Ouais, et si vous voulez une photo d'époque, voici une photo de civils finlandais qui rentrent dans des abris qui avaient été construits parce que l'Union soviétique et la Finlande étaient en conflit diplomatique. Et donc il y avait des abris à Helsinki anti-aériens qui avaient été construits par les Finlandais. Et donc les civils rentrent dans les abris. La madame est très triste. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui un peu en Ukraine. Mais nous on a essayé d'appeler, on a essayé d'appeler ça les Kakatov. Hein. Bonjour Jules Saut. Vous vous souvenez des Kakatov? En vrai. La Finlande a reçu du matériel de guerre de la France et de la Grande-Bretagne au moment de l'invasion russe. Oui, au moment de l'invasion russe, la Finlande a été pendant un moment favorisée par les Alliés. Merci Jean Pollux. Bonjour à tous. C'est un site internet qui n'existe pas. Merci Jean Pollux pour le 7e mois d'abonnement, donc 4 mois consécutifs. Capybara. En fait, vous connaissez très probablement l'intervention française et anglaise en Norvège, notamment à Narvik. Narvik. Voilà, à Narvik ici. Et ben en fait, beaucoup de en fait, parce que c'est quoi en fait? Ce qui se passe, c'est que la France et le Royaume-Uni veulent aller aider la Finlande contre l'Union soviétique qui l'envahit. Et pour ça, il faut passer par la Norvège, qui n'accepte pas que les troupes alliées passent. On va pas passer par la Baltique, hein, les Allemands contrôlent, etc. Donc ce qui va se passer, c'est que le Royaume-Uni et la France vont prendre prétexte que la Suède et la Norvège commercent avec l'Allemagne pour les menacer. En disant à la Norvège, arrêtez de commercer votre acier avec l'Allemagne, sinon on va être tout rouge. Ce qui se passe, c'est que la Norvège refuse d'arrêter, et les Alliés font un blocus. L'Angleterre fait un blocus marin autour de la Norvège, et notamment met des mines, pour que les bateaux norvégiens ne puissent pas sortir des ports. Ah oui, c'est comme ça qu'on était. Hein. Nous, on était un peu... C'était un pays neutre, hein, rappelons-le. Et à ce moment-là, l'Allemagne, elle, sent que la Norvège risque de plier, alors l'Allemagne envahit la Norvège. La Norvège n'était pas dans une bonne position. L'invasion de la Norvège fait que le royaume est obligé d'appeler à l'aide qui ça, les démons de minuit, la France et l'Angleterre, qui débarquent en Norvège à Narvik, parce que c'est un port pratique pour le débarquement, et les Français et les Norvégiens hésitent à aller en Finlande, les Français et les Anglais, à aller en Finlande aider contre l'Union soviétique, mais ils sont obligés de se battre contre les Allemands et ils perdent.
Et là, du coup, la Norvège est occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Gallios a raison. La Finlande était plutôt soutenue par les Alliés et par l'Allemagne contre l'Union soviétique. Tu voudrais dire que les Britanniques sont susceptibles du côté de bateau? Jules, j'espère que tu vas réveiller Aurel et que tous les deux vous allez faire le contrôle de classe. Hein. Quel meilleur jour que le dimanche pour faire un contrôle de classe? On n'a pas débarqué à Narvik, on a essayé de débarquer dans plein de ports, mais on a été embarqué tout de suite parce qu'il y avait trop d'Allemands. Ouais, je me dis que Trondheim, ça aurait pu être cool. Enfin, voilà. Bergen aussi, c'était quand même plutôt sympa. Stavanger, alors Stavanger, je sais que c'était une grosse base nazie. Mais Kristiansand aussi, Kristiansand, ça aurait pu être sympathique, quoi. En tout cas, plus près d'Oslo que Narvik, tout là-haut. Là, c'est loin, hein. C'est loin, quoi. C'est loin, quand même. Allons en Éthiopie, en 1974. Il y a des gens, Tom Gray, Donald Johansson et Maurice Tayeb, qui fouillent le sol. Ce sont des fouilleurs. Ils aiment bien gratter le sol. Et là, ils découvrent quoi? Un os, 2 os, 3 os, un squelette. Un squelette humanoïde, un homininé. Qui est daté de 3 millions d'années. C'est Lucie, exactement, avec Coppens. Coppens, il n'a pas participé à la découverte. Mais Lucie, le squelette de notre ancêtre Australopithèque. Voilà. Et vous savez que c'est important, majoritairement grâce à quoi? Grâce à ces 3 os-là. Si on n'avait pas eu ces os-là et l'os de fémur, comment on appelle l'os de la cuisse? Je sais plus. On n'aurait pas forcément pu savoir si c'était une espèce qui se baladait de manière bipède ou pas. Toujours au jardin des plantes où elle a été rendue. Aucune idée. Découverte, caractéristiques, phylogénétique. Elle est conservée au Musée national d'Éthiopie à Addis Abeba. Donc voilà, ça c'est Lucie. Alors, sachez que il y avait Coppens, il y avait Coppens dans la mission. Je sais pas pourquoi je l'ai pas noté. Lucie n'est plus l'ancêtre le plus vieux qu'on ait découvert. L'ancêtre le plus vieux qu'on a découvert aujourd'hui s'appelle l'homme d'Ororine.
qui a été découvert au Kenya en l'an 2000. Aurorine tugenensis. Voilà. Et qui a 5,9 millions d'années. Bon, on n'a que 13 ossements. On a un numérus, 3 fémurs. Ah si, c'est bien, c'était le fémur. Une phalange, 2 mandibules et 6 dents. Hein, c'est pas non plus la panacée. Et enfin, Otzi, il a 11 000 ans. L'autre. Otzi, il est pas si vieux que ça. Hein. Otzi, c'est vraiment... c'est un bébé. Et enfin, il y a un autre fossile qui a été trouvé, qui a été appelé Toumaï, qui a été trouvé au Tchad. Mais là, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que il manque la partie importante. Il manque... On n'a que le crâne. Voilà. On n'a que ça. Mais on n'a pas le reste. Du coup, on n'a pas les jambes, notamment. Merci, Neyonune, pour le follow. Bonjour, Tixoum. On n'a pas les jambes. Et ce qui permet de savoir que l'espèce est bipède, c'est les jambes. Bah oui, parce que c'est quand même beaucoup plus facile hein, de savoir comment vous vous déplacez quand on a accès à l'anatomie de vos jambes. Donc, on sait pas. On sait pas si c'est un hominidé ou si c'est un ancêtre d'un gorille. Un ancêtre d'un singe. Ça aurait pu être un ancêtre d'un singe. Ou si c'est un entre les deux, ou voilà. Donc on sait pas. Mais il y a du potentiel. Voici à quoi ressemblait apparemment Toumaï il y a 7 millions d'années. Les coups de boule doivent faire mal. Bah ouais, là, le coup de boule à gauche, coup de boule à... En vrai, il devait être fort au foot. À la tête. Jouer de la tête au foot, là, ça devait être... ouais. Et Otzi, ouais. Otzi, je crois qu'il a que 11 000 ans. Ton préhistorique, naissance... Même pas. Otzi, il est né en 3000, vers 3330 avant Jésus-Christ. Donc il a 5000 ans. Un peu plus. 5500 ans. Ce qui est incroyable dans Otzi, c'est la qualité de conservation. On a la peau, on a les tatouages, on a des cheveux, on a la composition de l'estomac, voilà, on a énormément de choses. Oui, on a ses vêtements, on a les outils, on a sa besace avec ce qu'il mangeait, on a trace de ses blessures. On sait qu'il a des blessures qui n'ont pas été mortelles, mais qui sont récentes. Donc ça veut dire que quand il est arrivé là-haut, en haut du glacier, là, en fait, il s'était battu il y a très peu de temps. Et s'il s'était battu avec ses blessures, ça veut dire qu'il s'était battu à mort avec des gens. Il a des traces de flèches. Il a des flèches qui lui sont arrivées dessus. Donc il s'est fait tirer dessus par des arcs. Donc il a sûrement survécu à une embuscade dans la montagne. Voilà, c'est ce qu'on sait de Otzi. À mon avis, vous voulez pas payer la douane. Et les pyramides d'Égypte. Pyramide de Khéops. Non, du Louvre. Bah non. Bah non. Bah non. 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 Bah non. Pyramide
de Khéops. Elle a été édifiée il y a plus de 4500 ans, donc non. Construction vers 2560. Donc il avait 750 ans avant les pyramides. Mais c'est pas énorme, hein. Otzi, il a vécu 750 ans avec les pyramides. Il y a l'homme des tourbières, là. Lui, là. L'homme de Grobal. Quel âge il a? Entre 210 et 410 après Jésus-Christ. Mais voilà, on a trouvé un cadavre dans une tourbière. Merci Bookstat. Comme ça. Avec les cheveux, avec le visage, avec tout, les dents, le corps. Voilà. Dans une tourbière au Danemark. Et c'est un endroit au Danemark où on trouve énormément de... Enfin, énormément. On a trouvé quand même en proportion pas mal de corps comme ça. En fait, ça fait des... Les tourbières, c'est des terrains anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et il n'y a pas de décomposition du coup. Beaucoup plus lente. Et en fait, du coup, ça se momifie avant de se décomposer. Et il y a aussi l'homme de Tolund. Ah oui, celle-là aussi. L'homme de Tolund. Avec sa gabardine. Il y a même, regardez, des poils de barbe qui ont été conservés. Encore au Danemark. Si je me trompe pas, voilà, on avait évoqué un culte sacrificiel parce que on se rend compte que ces gens-là avaient dans leur estomac ce qu'on peut considérer comme un bon repas à l'époque, un repas assez luxueux et donc très probablement des gens qui ont été tués pour des questions de rituels, voilà, des trucs de religion. Parce que souvent ils étaient dans des positions quand même, voilà, le visage, il est quand même relâché, quoi. Et pareil pour l'autre, pour l'homme de Tolund. Bon, un peu moins celui-là, mais ils sont dans des positions où ils ont été posés là. Ouais, ils étaient complètement torchés, ils se sont donnés comme des cons. Possible aussi, parce qu'on essaie de trouver des sens à tout et n'importe quoi. Moi, je me demande s'il n'y a pas des historiens, des archéologues ou des chercheurs qui étudient le random. Hein, combien d'humains sont morts de manière random en faisant des trucs complètement cons? Énormément. Et ils sont pas forcément tous morts pour un rite ou pour une question importante pour notre société. Hein. Tout n'a pas forcément de sens. Est-ce que parfois on imagine, on se dit, bah en fait, on sait pas, peut-être que c'était le Dédé du village et qu'il est mort et qu'il n'y a pas forcément de raison pour ça. J'aimerais bien, parfois, qu'on se dise ça aussi. Que l'humain reste un humain et qu'on fera toujours des conneries. 2015, saviez-vous qu'on a sauvé l'humanité? Vous le saviez pas, mais les héros de l'humanité sont Pierre Moscovici et François Hollande. Ils ont sauvé la Terre en 2015. Est-ce que vous vous en souvenez?
Vous vous souvenez qu'on était là dans les rues à faire la fête le 30 novembre 2015. On était en train de chanter François Hollande, la 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 la, Moscovici. Ouais, parce qu'on avait sauvé la Terre. Parce qu'on allait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, qu'on allait limiter les émissions de gaz à effet de serre, qu'on allait limiter la croissance et mettre des sanctions sur les entreprises qui ne respectaient pas. Et puis en fait, voilà, on a sauvé la Terre. Puis après, on a eu Macron qui est devenu le champion de la Terre. C'était plutôt Fabius que Moscovici. C'était peut-être Fabius plutôt que Moscovici. Bon, on s'en fout, c'est les mêmes. C'était la COP 21, exactement. La COP 21 à Paris. Regardez, ça ne pouvait être qu'une réussite. On a une feuille avec le soleil et la tour Eiffel. Bonjour Arcturus. Ce racisme anti-chauve, non, c'est racisme anti-PS. Excusez-moi, est-ce qu'on a le droit en France d'être raciste envers le PS? Bonjour KiwiMox. Moi je pose la question. Si Twitch gauchiste veut bien clipper, sachez que à gauche, en France, on est raciste envers le PS. On accepte le racisme anti-rose. Voilà. Les deux chauves du PS. Tu oublies bien vite Bernard Cazeneuve. Le troisième chauve du PS, Tixoum. Bonjour Will. Hello. Oui, parce que Will, il habite en Irlande. Du coup, je lui dis bonjour. Et pour Will, il est 9h30 là. Il est pas à 10h30. Parce que l'Irlande, elle est 1 heure après la France. Tu te souviens, ça me touche. Je sais où vous habitez tous. Blacka, il habite à Morzine. Will, il habite en Irlande. Nico Flib, il habite au Népal. Galios, il habite à Pau. Triple Buse, il habite en Bretagne. J'aime Pollux, il habite à Toulouse. Pour l'anecdote, le responsable transition transport de notre école a envoyé des élèves en avion à la COP 30 pour qu'au final ils n'y aillent pas et juste parlent des entreprises à Sao Paulo pendant 2 semaines. Heureusement, tout a changé depuis 2015. Mais tu vois, ils ont participé à sauver la Terre, Galios. Ils devraient être contents. Ils ont sauvé la Terre. Tu te rends compte? Et toi, t'es jaloux parce que t'as pas sauvé la Terre. Je pense que c'est ça. C'est ça le problème de la gauche en France aujourd'hui. C'est que vous êtes des jaloux. Je ne veux pas voir ça, Will. Qui est né en 1667? Il est né. C'est un écrivain. Écrivain britannique qui a écrit Mauvaise proposition. Qui a écrit Le Comte de Tonneau, mais surtout qui a écrit Les Voyages de Gulliver. Non, ce n'est pas Balladur.
c'est Jonathan Swift. L'arrière-arrière-arrière-grand-père de Taylor Swift, bien évidemment. En parlant de la COP, faites point d'exclamation réseau avec un X à la fin. Et vous allez arriver sur Instagram où j'ai posté, comme tous les jours, un petit truc. Bon, je l'ai mis que c'était Moscovici, mais on s'en fout. J'ai posté un petit truc sur les événements du jour. Venez me follow sur Instagram. Ça permet de faire du reach. 58 followers là. C'est pas assez. Bon, j'ai quand même mes modems, mais c'est pas assez. J'ai les modems, j'ai monté le Linguisticae. J'ai Pantouf, j'ai Astragal en tant que streamer. Et voilà. Venez. Sinon, je vous mange. Voilà, j'ai décidé, sinon je vous mangeais. Il y a un Blue Sky. Oui, j'ai un Blue Sky. Alors, je l'utilise quasiment pas, mais oui, j'ai un Blue Sky. Le lien Blue Sky ne doit pas être bon. Oui, voilà, parce qu'il y a le YouTube qui s'est mis à côté. Pour le Blue Sky, tu peux aller en dessous de mon stream. En dessous de truc, et j'ai un Blue Sky. Tu peux aller là. Je te montre. Hop. Là, il y a des panneaux et tu peux cliquer là. Et hop, t'arrives sur le Blue Sky de Le Bol 2. Je poste jamais, quasiment, mais we never know. J'ai un OPGG? Non. J'ai un Battle.net, si tu veux. J'ai un Tipeee. J'ai la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Je poste les rediffs. Si jamais vous aimez pas trop voir les rediffs sur Twitch, vous pouvez voir les rediffs sur YouTube. Bonjour Koala. Le lien Insta ne semble pas fonctionner en dessous du stream. Tac 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 tac. Machallah. Profil n'est plus disponible. Ah oui. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Ah oui, parce que j'ai changé de pseudo. Et oui, il va falloir que je fasse ça tout à l'heure. Le vrai profil, c'est celui-là. Joueur de HOTS? Non. Joueur de Overwatch. Ah, c'est le vrai profil Insta. Je vois que j'ai eu des notifications. Idéo, Dadark, Will. Voilà, voilà. Je vous suis en retour. Bande de malicieux. Parce que la dernière fois que j'ai eu l'OP sur Pompéi, c'est venu via Instagram. Hein, donc il faut. Il faut. La suite. Donc on a vu Jonathan Swift, les voyages de Gulliver. Écrivain américain qui est né en 1835, qui a écrit les aventures de Huckleberry Finn ou les aventures de Tom Sawyer. C'est l'Amérique. Nanana. Taureau, non. Donc il faut, non. C'est Mark Twain.
Oui, liberté, voilà. Nanana, la liberté. Tom Sawyer, c'est américain, Will. C'est un américain, Mark Twain. Il est né à Florida, dans le Missouri. C'est la pub. On va passer un petit peu de Tom Sawyer. La suite du jour, c'est une inventrice. Alors, moi j'ai juste vu son... Moi, vous savez, j'aime beaucoup les inventeurs qui ont les noms qui correspondent à leur invention. Donc moi j'ai juste vu le nom de cette personne et je me suis dit bah ça devait être la personne qui a inventé cette sauce. Avec de l'œuf. Une sauce qu'on utilise généralement avec des œufs aussi. On peut manger des œufs avec des œufs. Mister Mayonnaise. Non, j'ai dit une inventrice. Et figurez-vous qu'elle est américaine. C'est Virginia Mayo. Voilà, Virginia Mayo. Alors, elle n'a pas du tout inventé la mayonnaise, hein, je vous ai menti, c'est juste une actrice. Une actrice qui a fait des petits rôles, comme vous le voyez ici, dans Arabesque, dans Les Enquêtes de Remington Steele ou dans La Croisière s'amuse. Mais je me suis dit que c'était rigolo. Voilà, je suis un petit fripon. T'aimes pas la mayo? C'est rédhibitoire. Dans mon chat, on doit aimer la mayo. Et moi, alors, je ne paye pas, donc je vois que des petits extraits. Mais il y a une émission américaine d'humour qui s'appelle Dropout. Qui s'appelle Game Changer, pardon. Et en fait, c'est des humoristes qui doivent improviser avec un prompt qui leur est donné. Voilà, ils doivent improviser. Ils sont 3 et ils doivent improviser une connerie. Et en fait, moi je suis tombé sur ça et j'ai beaucoup rigolé. Mais c'est en anglais. Donc on va voir si vous comprenez. His mansion. Alors, le prompt Jake and est Vic. le suivant. Polite. Demandez poliment au type du délit. Alors le délit, c'est un magasin, c'est un magasin de New York, un magasin de proximité qui s'appelle Monsieur Mayonnaise pour pas de mayonnaise dans son repas. Politely asking the deli guy, Mr. Mayonnaise, for no mayo. Hey, welcome to the deli, sweetheart. What can I make for you, okay? Sorry, I work right around the corner. I keep seeing this. Oh, you store. never been here? No, but This is Mr. Mayonnaise's mansion. The best sandwiches this side of where we are. Okay. Well, I work at corporate right next door. Not corporate here. Oh, the corporate? Yeah, Adidas corporate. Big bucks over, yeah. Okay, I'm sure you'll be getting extra meat, Mrs. Corporate. Okay. Yeah. Actually, I'll do the double ham. Can I sub the lettuce for spinach? Oh, of course, yes. Great. And then I think I'm gonna do mustard for sure. Oh, right, nice. And okay. I'll do the vinegar and the olive oil. Mm-hmm. And I think Okay. that's Are you sure? good sauce. Sauce-wise. Are you for sure me. that's it? I'll get the mayo. That a girl, that's my girl. Come on. Oh, you know what? Actually, take the spinach off. That's fine. Great. And you can just do the Nice. lettuce and then the mayo off. And then Okay. I think that's good. That last part? Yep. Is that a gun? Hey, listen. Hey, no, it's locked. That's not gonna There's no work in here. reception. I'm gonna cut this off there. Voilà. Moi, je trouve ça drôle. J'aime bien l'absurde comme ça.
Pardon si je... Voilà, ça se trouve, vous m'avez pris pour un fou. Il y a toute une saga, du coup, qui s'est faite. Parce qu'ils ont demandé aux deux humoristes de refaire la suite petit à petit. Et moi, je trouve ça drôle. Comment t'es tombé là-dessus? C'est YouTube qui m'a proposé. Parce que je regarde du contenu en anglais. Et comme ils sont de gauche, et plutôt du côté socialiste de la force, YouTube m'a recommandé ça. C'est un jeu d'impro. Oui, c'est un jeu d'impro. Bonjour Katana. Merci pour le follow. C'est un jeu d'impro. Et moi, j'adore l'impro. Non mais j'ai mal, regarde pas. Mais par exemple, il y avait... il y avait lui là, qui a dû faire un truc. Voilà, Sauron, mais c'est Donald Trump. Britain. Sauron. Stop. But it's Donald Trump. Look, these people are tiny little freaks, okay? They don't wear shoes. They're smoking crack, perhaps they live in holes in the ground, people. Hey, you see a round door with a knob in the middle. Where does it go to the side? How does the knob in the middle of the door open the door? Folks, we're gonna have a beautiful all black tower choke the world in smoke, okay? We're gonna have Balrogs. Every orc in Mordor is gonna have a Balrog protecting you, okay? And these people, and they say Denethor, by the way, people don't know this, not a real king, not the real king of Gondor. Only... Isn't God great again? Yes, we're going to make Middle-earth great again. Folks, listen, people don't understand. I'll tell you this right now. If you ever see Denethor, and I call him Little Tomato, because you ever see this guy eat tomatoes, what a freak, what a freaky guy. Britain. Voilà, moi je trouve ça drôle. Après, il faut comprendre l'anglais. Mais comme je suis un génie en anglais, bah, je trouve ça drôle. Parce que vous savez, moi je suis un peu supérieur à vous tous. Je suis au-dessus de vous tous. Bref. « 1937, naissance d'un réalisateur américain qui a réalisé Thelma et Louise. 1942, Christophe Colomb. Alien, la saga Alien. Gladiator 1 et 2, Seul sur Mars. Je me débrouille à l'oral. Non, à l'oral, je parle beaucoup moins bien que je ne le comprends. C'est Ridley Scott. Bien joué, Bookstat. Ridley Scott, qui est né en 1937, hein, le bougre. Il est vieux. On dirait pas comme ça. Il est britannique, d'ailleurs. Il est pas américain. Il est britannique. Mais il est né en 37. Il a 88 ans. Vous imaginez ? Vous l'imaginez-vous ? Je ne pense pas. Autre réalisateur, alors je ne sais pas s'il est américain ou britannique, donc du coup je ne vais pas le dire. Il a réalisé Le Nouveau Monde, il est né en 1943. Il a réalisé Le Nouveau Monde, La Ligne Rouge, et il a eu la Palme d'Or pour The Tree of Life dans les années 2010. 2012 peut-être. The Tree of Life. The Tree of Life. The Tree of Life. Terrence Malick. Il a fait Napoléon aussi. Oui, il a fait Napoléon aussi, Ridley Scott. Le Napoléon de Ridley Scott, je l'ai pas vu. Mais bon. Terrence Malick. Trois fois t'as essayé The Tree of Life, 3 fois t'as abandonné. Trois fois t'as essayé le Napoléon de Ridley Scott, 3 fois t'as abandonné. Ouais. Ouais, je sais pas moi, je peux pas te dire. Acteur,
maintenant. Acteur américain, qui est né en 65, qui a joué dans Tropic Thunder, qui a joué dans La Nuit au musée, qui a joué dans Marie à tout prix. C'est un acteur un peu humoristique, vous voyez, quelqu'un qui est drôle. Ben Stiller, bien vu, bien vu, bien vu. Le papa de Ben Stiller. Mais non, Ben Stiller. C'est qui son papa, Ben Stiller? Le fils de Jerry Stiller. Ah, qui joue dans Seinfeld. Ok, voilà. Ben Stiller. Voilà, que dire de plus? Est-ce que vous avez des connaissances en cyclisme? Certains dans le chat, oui. Mais la plupart, non. Question. Qui est le dernier cycliste français à avoir gagné un grand tour? Donc un grand tour, c'est soit le Tour d'Italie, soit le Tour de France, soit le Tour d'Espagne. En l'occurrence, il a gagné le Tour d'Espagne en 1995. Il est né en 1968. Il était d'abord sprinter. Il allait vite. Ensuite, il s'est transformé en grimpeur. Il a eu le maillot à pois au Tour de France. Et puis, il était aussi bon en contre-la-montre d'un seul coup. C'est Laurent Jalabert. Et cet homme, vous le connaissez. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je le cite. Parce que Laurent Jalabert, vous le connaissez. Laurent Jalabert qui est connu notamment pour sa chute lors d'un sprint. En fait, il a fait un sprint et ça l'a un peu traumatisé. Il est tombé. Je sais plus quel. Tour de France à Armentières en 94. Alors, est-ce que je vous montre la chute ou pas? Laurent Dopé, oui. Laurent Dopé, il était dans les équipes les plus dopées. Il n'y a pas à dire. Il était dopé. Il fait partie des premiers coureurs cyclistes qui ont fait cette transition étrange entre sprinter contre la montre, des gens qui passaient pas un pont d'autoroute et qui sont devenus des grimpeurs et qui ont remporté des grandes courses de montagne. On peut citer, alors dans les dernières années, principalement des Britanniques qui ont suivi cette vibes. Bradley Wiggins a été le premier en 2012. Bradley Wiggins, qui est un type qui était réputé justement pour ne... Alors voilà, dès qu'il y avait un petit peu de relief, il était dernier. Et un jour, à la fin de l'année cycliste, il dit moi j'ai envie de gagner le Tour de France. Et 2 ans plus tard, il gagne le Tour de France. Et la raison qu'il a donnée, il a dit ah oui non mais j'ai appris à monter les montagnes parce que j'ai arrêté la bière. Voilà. J'ai arrêté les fish and chips et j'ai arrêté la bière. Donc conseil, arrêtez la bière et vous gagnez le Tour de France. Et du coup, oui, il y a un autre Britannique, Christopher Froome, qui était dans la même équipe bizarre et qui a suivi la même chose. Et ensuite, tu as eu un autre Britannique qui était dans la même équipe, Geraint Thomas, qui a fait le même parcours aussi. Des gens qui étaient spécialisés sur les routes très plates, et puis d'un seul coup, ils sont passés les meilleures montagnes. Et en fait, on sait aujourd'hui, qu'ils ont pris un produit qui n'a pas été interdit à l'époque, qui s'appelait l'Aicar, AICAR, qui existe toujours. C'est un produit qui vous fait maigrir et en plus qui a la capacité magique de permettre à vos muscles
de mieux fonctionner dans des conditions anaérobies. C'est-à-dire des conditions où vous manquez d'oxygène. Et quand vous faites un effort en cyclisme, vos muscles manquent souvent d'oxygène. Et en fait, la perte de poids qui disait c'est parce que j'ai arrêté la bière et les fish and chips, c'est parce qu'ils prenaient un produit qui fait perdre du poids de manière passive, mais qui est un produit dopant et qui n'avait pas été testé, qui est passé directement du test en laboratoire théorique au test sur les cyclistes et pas sur des animaux. Voilà. Donc bon. Bonjour Ladri. Et ces produits, l'écart qui a été plutôt répandu dans le peloton cycliste, aujourd'hui on sait, après 10 ans de tests maintenant, on sait que c'est un produit qui cause la dépression, qui agit sur le cerveau, qui cause la dépression, et, coïncidence folle, une grande partie des cyclistes qui ont pris ce produit ont arrêté leur carrière suite à une dépression. Bizarre. Et ils sont contents, ils ont gagné le Tour de France. Pantani, non, Pantani c'était autre chose. Poggi, je pense qu'il prend de l'écart. Je pense que Pogacar, il fait aussi, il y a sûrement d'autres produits qu'on ne sait pas. Et Pogacar, c'est une pharmacie humaine. Et Pogacar, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Pogacar, il fait alors la grande star du cyclisme en ce moment. Pogacar, on sait, et c'est pas interdit actuellement, donc on sait qu'il fait ça. Merci Coben. Merci pour le resub. Merci. Coben qui m'avait offert un sub chez Zardoz. Pogacar, il fait une technique d'entraînement parce que ce que recherchent les cyclistes, c'est l'efficacité des muscles. C'est un rapport poids-puissance, voilà. Et ils essayent d'entraîner leurs muscles à fonctionner dans des conditions extrêmes. Et pour fonctionner dans des conditions extrêmes, la technique d'entraînement des équipes les plus riches aujourd'hui, c'est de faire tout l'hiver des entraînements dans des chambres saturées en monoxyde de carbone. Donc en fait, ils s'empoisonnent au monoxyde de carbone à petite dose, petit à petit, tout l'hiver, pour que leur corps manque d'oxygène et pour qu'ils s'habituent à travailler sous-oxygéné. Encore une fois, on n'a aucun recul sur cette technique d'entraînement. On ne sait pas ce que ça donne au long terme. Non, c'est pas pour se mettre au niveau des coureurs venus des hauts plateaux. Parce que eux, ils ont de l'oxygène. Mais là, il y a du monoxyde de carbone. Ce qui n'est pas du tout la même chose que manque d'oxygène. T'as un autre produit dans ton corps. Le truc, c'est que le cyclisme, là, on est dans une nouvelle phase de dopage. Il y a eu une phase, une période entre 2015, je dirais, et 2020, voilà, 2015-2020. Il y a eu une phase où on voyait vraiment, en termes de stats purs,
rapport poids-puissance, vitesse moyenne, voilà, en termes de stats, on voyait qu'il y avait une baisse de statistiques de la part globale de tous les coureurs. Et depuis 2020, il y a eu la découverte sûrement d'un produit. Et là, on est dans une montée en flèche inhumaine des stats. Les coureurs aujourd'hui, les meilleurs, sont plus rapides que les plus grosses chaudières de l'époque. Donc Riccardo Rico, Marco Pantani, Lance Armstrong, Miguel Indurain, voilà. Ils sont plus rapides que ces gens-là, tout en n'étant pas essoufflés en haut des montagnes. Il y a encore une petite dizaine d'années, les coureurs, quand ils arrivaient à la fin d'une course, ils étaient essoufflés, et ils s'allongeaient par terre et tu pouvais pas leur parler pendant 5 minutes. Aujourd'hui, Pogačar et Vingegaard, les deux grandes stars du cyclisme, ils gagnent une course, ils descendent du vélo et ils parlent avec tout le monde, ils rigolent, ils dansent, voilà. Bon, à un moment, bon. Moi, j'avoue que je regarde plus le cyclisme, alors que je regardais beaucoup. Et c'est pour apprendre à réduire ses consommations d'oxygène. Oui, mais le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui tue. Hein, donc bon. C'est pas comme si tu avais moins d'oxygène. Tu as vraiment une autre chose à la place de l'oxygène. Les shorts YouTube ont l'air sympas. Exactement, oui. Oui. Et oui, il y avait eu des crampes. Il y avait des coureurs cyclistes qui avaient des crampes sur le vélo. Tard l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Actrice américaine qui est née en 1985, qui est connue principalement pour un seul rôle, mais elle a joué dans d'autres trucs, notamment The Flight Attendant. Mais elle a joué le rôle de Penny dans Big Bang Theory. Est-ce qu'on peut remettre un mot d'ardoise sur l'expression tard l'époque? Alors, enfin, c'est pas tard l'époque avec un D, c'est tard l'époque en vrai. Tout le monde dit tard. Kuoko. Kaylee Kuoko. Pas Coco ni Kukuo, Kaylee Kuoko. Ancienne championne de tennis. Ah oh 54e joueuse de Californie. D'accord. Ok. Bravo. Bravo, madame. Si vous saviez ce que je pensais du tennis. Le tennis, c'est le cyclisme des riches. Voilà, je vous le dis. Voilà. Le tennis, c'est encore plus dopé que le cycliste. Il y a des produits qui sont interdits dans le cyclisme qui sont autorisés au tennis. Donc bon. Sportif norvégien. C'est rare qu'on en parle. Sportif norvégien qui pratique un sport où on ne bouge pas de sa chaise. Il est connu pour être un peu en dilettante. C'est le meilleur de son sport, le génie, mais comme tous les génies, des fois il se pointe 30 secondes avant la fin de son match, et il le remporte quand même. Un handicapé. Alors non. Non, c'est pas de la F1. Il ne bouge pas de son siège ne bouge pas. Il ne bouge
que ses bras et ses mains. C'est Magnus Carlsen, champion d'échecs. C'est lui qui a dénoncé récemment l'histoire du joueur d'échecs qui avait un truc dans son cul qui vibrait quand il fallait faire tel move. C'est ça, hein? C'est lui qui a dénoncé cette affaire de triche. Pour un ami, tu vas l'envoyer à Pantoufle, mais Pantoufle il sait. Attends, what? Oui, je sais plus quelle était vraiment l'histoire, mais je crois qu'il y avait donc apparemment Gukesh Domaraju, un concurrent un joueur pro d'échecs. Quand il allait en tournoi, il se mettait un plug dans le cul qui vibrait et qui lui disait, selon les vibrations, quel move faire. Donc il y avait son entraîneur qui était là. Bzz, 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 bzz. Bonjour mon gros pistil. Écoutez, bon, on parle de dopage. Est-ce qu'on peut considérer ça comme ce dopage? En tout cas, c'est de la triche. Je vais apprendre les échecs. Alors. Ah, il faut y penser. Soyons honnêtes. Au moins, il faut y penser. Y penser, qui est un YouTuber. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un YouTuber, streamer, avec qui j'ai déjà streamé. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube de linguistique. C'est Monté de Linguisticae, voilà, qui a sa page Wikipédia, sachez-le. Bon, je ne le trouverai pas, mais il a sa page Wikipédia. Tu l'avais vu en direct? Bravo. Voilà. C'est son anniversaire. Gukesh Domaraju, le tricheur. Sachez que les échecs seront aux Jeux Olympiques de 2028 en sport de présentation. Pas en sport officiel qui rejoindra les Jeux Olympiques, mais en sport de test. Pour voir est-ce que c'est possible de mettre les échecs aux Jeux Olympiques. Bonjour Adrien. Bonjour Egrigia, pardon. Egrigia. Tu viens de la ligue ou tout le monde la connaît? C'est marqué sur Wikipédia. Donc, bon. Hein. Il y aura donc des fouilles anti-dopage. Il y a des épreuves de poésie aux Jeux Olympiques. Oui, alors je sais pas si c'est dans les Jeux Olympiques modernes, mais les Jeux Olympiques antiques, il y avait des épreuves de poésie, des épreuves de rhétorique. C'était tout aussi important que les épreuves sportives. Ok Nawak, mais fais attention. Hein. J'espère que c'est bien réglé. Rocket League mérite les JO. Moi, je suis d'accord que l'e-sport mérite une mise en avant. Est-ce que c'est aux Jeux Olympiques qu'il faut le faire? Je sais pas. T'as battu le frère de Firouja une fois pendant un stream de lycée. Alors je connais pas du tout les échecs, mais si t'as battu quelqu'un, si t'étais 500 et qu'il était 2500, je pense qu'il t'a laissé gagner. Je pense qu'il a eu pitié. Voilà, moi je le dis.
Parce qu'en 1930, il y a de la poésie, bah tu vois. Son grec avec des amphores anal Bluetooth qui vibraient selon les vers qu'il devait déclamer. Quel enfer. Faut pas vous laisser réfléchir 30 secondes. Hein. Voilà. Dans le chat, si je vous laisse réfléchir 30 secondes, vous êtes intenable. Intenable. Qui est mort en 1900 tout pile. Qui est mort en 1900 tout pile, parce qu'on a fini avec les qui est né. A-t-on connaissance de dopage antique? Oui. Oui, il y avait des techniques. Il y avait du sabotage. Et puis il y avait des techniques alors, beaucoup moins invasives qu'aujourd'hui, mais je sais plus ce que c'était. Mais je sais que j'ai déjà entendu parler de dopage antique. L'une des techniques, par contre, pour les hommes, pour être le plus chargé en testostérone possible au moment des concours olympiques, mais des autres concours sportifs, c'était l'abstinence. On recommandait l'abstinence pendant plusieurs mois pour que l'homme soit bien énervé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais après, en Grèce antique, l'abstinence et le contrôle du corps et le contrôle des pulsions sexuelles étaient une vertu. Parce que le sexe était vu comme quelque chose qui nous ramenait à notre animalité, alors que l'homme étant quelque chose, une espèce civilisée, la civilisation nous éloigne de l'animalité, et donc le sexe récréatif devait être évité le plus possible. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, bon. Hein? Bon. Alors la personne qui est morte en 1900, c'est un écrivain. Bonjour Mordicus. C'est un écrivain irlandais qui a vécu à Paris ensuite, qui a été condamné à Paris pour homosexualité. Non, condamné en Irlande, pardon, pour homosexualité. En même temps, il a été un peu con. Il est venu à Paris ensuite. Il était un peu con. On l'a accusé d'être sodomite. Et lui, il a accusé la personne de... en diffamation, je crois. Et donc, du coup, il y a eu enquête. Et il a dit, alors oui, effectivement, je suis en couple avec ce monsieur. Mais je ne pratique pas la sodomie. Ce n'est pas moi. C'est l'autre. Oui, je crois que c'est ça qu'il a défendu. Il a dit, c'est ça. Et il a dit, je suis en couple avec ce monsieur, mais je ne sodomise pas le monsieur. Autant vous dire que la police et la justice n'ont pas été convaincus et il a été condamné à 2 ans de prison. Il est parti en France. C'est Oscar Wilde. Oscar Wilde, alors qui a entre autres écrit Le portrait de Dorian Gray, qui a écrit Un mari idéal, qui a écrit Salomé, mais qui a cette affaire rigolote. Oscar Wilde. On peut être écrivain et un peu mou du bulbe. Ah, du coup, ils ont enfermé les deux, Tixo. Parce que dans la sodomie, il faut... Enfin, voilà. 2018, c'est la mort d'un ancien président des États-Unis. Bonjour Swift Hayes. Président des États-Unis de 1989 à 1993. Père d'un autre président des États-Unis.
qu'il le fut de 2001 à 2005. Non, il fut de 2000 à 2004, 2001, 2004, 2000, 2004. C'est George Bush père. George Bush père. George Bush père. Lui. Il a une tête de la bourgeoisie américaine consanguine. Voilà. Je veux pas dire... Pas le physique, mais quand même. Donc, président des États-Unis de 89 à 93. Républicain. Bien évidemment. Et enfin... Parlons cyclisme encore. Un cycliste qui lui aussi était dopé. Mais qui est mort en 2022, le 30 novembre 2022, 2 jours après la fin de sa carrière, après sa dernière course. Il est parti s'entraîner parce que bon voilà, près de 2 jours après sa carrière, vous êtes cycliste, vous faites quand même du cyclisme pour vous entraîner en Italie. Il s'est fait renverser par un camion. C'était un Italien. Non, 2022. 2022. C'est pas Pantani. Bonjour Yann Aridim. C'est Davide Rebellin. Davide Rebellin. Qui était vieux. Qui avait 41 ans, qui avait été plusieurs fois contrôlé pour dopage, et il s'est fait écraser par un camion. Alors l'histoire, c'est que quand il allait s'entraîner, il faisait toujours les mêmes routes d'entraînement, et sur sa route d'entraînement, il y avait un perroquet. Il y avait une maison où il y avait un perroquet, et à chaque fois, il venait lui apporter à bouffer. Et il avait appris des mots à ce perroquet, et ce perroquet est devenu très triste quand Davide Rebellin ne venait plus après avoir été écrasé par un camion. Et le perroquet est rentré en dépression. Voilà. Des fois, il avait un perroquet, il prenait le perroquet pour faire ses petits voyages en vélo. Et il le ramenait à son propriétaire ensuite. Qui est mort, c'est fini. Qui est né, c'est fini aussi. Préparez-vous parce que... Putain, il est 11h23. Je voulais commencer à 11h le contrôle de classe. Ok. Aujourd'hui, c'est la journée des villes pour la commémoration de la première abolition permanente de la peine de mort à l'époque moderne, en 1786, en Toscane. Le nom est extrêmement long. Donc pour Amnesty International, c'est la journée des villes pour la vie commémorant la première abolition permanente de la peine de mort à l'époque moderne en 1786 en Toscane. C'est long. Hein. Donc apparemment, la Toscane a interdit la peine de mort en 1786. C'est aussi la journée du souvenir dédié aux victimes de la guerre chimique. Toutes les armes chimiques, notamment on pense directement au gaz qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, mais la France a utilisé le gaz notamment pendant la conquête de l'Algérie, pendant la guerre d'Algérie en 1950, entre 54 et 62. On avait aussi la guerre chimique, c'est quoi ? C'est aussi la guerre des maladies. Au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, on utilisait ça, dans l'Antiquité aussi. Hein, on empoisonnait les puits, on empoisonnait les lieux d'approvisionnement. On laissait des cadavres sur le champ de bataille ou on jetait des cadavres dans les villes pour causer des maladies. Donc ça, c'est la guerre chimique ou bactériologique. Et aujourd'hui, c'est la journée de souvenir du souvenir en hommage aux victimes de la guerre chimique.
T'as la tête dans le cul. Alors, le napalm, c'est pas considéré comme un truc chimique, c'est une arme interdite. Le napalm, c'est du feu. 103. 103. 103. 103. 103. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit 103? Pourquoi il dit 103, triple buse? L'agent orange, c'est dedans. Ouais, parce que l'agent orange... En fait, l'agent orange, c'est dedans tant que tu mets pas le feu. C'est un peu... C'est un peu tricky. Le DDT, ok. Les prénoms du jour. Nous avons comme prénom le prénom de Sardoche, Andreas. J'espère que Sardoche est en stream, on ira le raid, parce que nous sommes fans de Sardoche ici, hein, vraiment le streamer que l'on préfère. Les stats. Ah, on était à 103 viewers. D'accord. Ça fait plaisir. Autre prénom, Maxence. Proche du mien, mais pas le mien. Maxence, le prénom du jour, Maxence. Maxence, voilà. Pas d'avis sur le prénom Andreas, d'accord. Prénom de facho, en tout cas qui passe souvent à la télé. Le prénom de Tugdual, Tugdual Denis. Tugdual, voilà, prénom dégueulasse. Parce que c'est un prénom breton. Le voici, Tugdual Denis, qui était à Valeurs Actuelles avant, et qui est aujourd'hui sur BFM TV. Comme quoi, hein, être facho, ça vous ouvre des carrières. Regardez-moi ce physique gracieux. Voilà, vous lui mettez... Alors là, il avait été au ski, hein, ça se voit. Vous lui mettez une casquette et un uniforme, ça fait un nazi. Un grand amoureux des femmes, surtout jeune, Sardoche. Très probablement Tugdual Denis aussi. Et l'autre prénom breton du jour, qui est tiré de André, hein, parce que Andreas c'est André. Les Bretons, vous avez décidé que André, ça valait le coup d'être repris. Alors comment vous l'avez traduit ? Andouille. Non. Mais vous avez décidé d'être un peu russe. Voilà, un peu ukrainien même. Parce que le prénom du jour, pour les Bretons, c'est Andrev. Andrev. Est-ce que vous le défendez, mes amis bretons du chat? Will, Kiwimox, Lot, Triple Buse, Mala. Ouais, vous le défendez? Ouais, non, non, mais les autres vous défendez pas, mais bien évidemment. Et pour finir rapidement, avant le contrôle de classe, pour finir rapidement, on a le dicton du jour. Neige de Saint-André peut 100 jours durer. S'il a neigé chez vous, pendant 100 jours, il est possible qu'il neige. Imaginez 100 jours de neige. 100. Ça veut dire jusqu'environ le 10 mars. Vous avez de la neige chez vous. Hiroki Sakai, le joueur de foot de Marseille. Merci Jolie Miller pour cette référence.
Moi, je pense que ce dicton, il faudrait le réactualiser. Neige de Saint-André. Le réchauffement climatique, Pascal Pro, vanillé. Je pense qu'on devrait réactualiser comme ça. Ça me semble être plus moderne, plus dans l'air du temps. Bref, terminons ce jour du jour par le générique. Chantez, sinon je remets la ségrégation en Afrique du Sud. Chantez. Ok ? Attends, non, chantez. Qui C'est est mon pote. mort, qui est né. C'est On n'a pas le temps d'organiser, Jolly Miller. Du jour, que s'est-il passé aujourd'hui dans l'histoire? Qui est mort, qui est né? Que s'est-il passé aujourd'hui? Apprenons et cultivons-nous. Erlam.